Avant que commence, je demande juste si... Est-ce que les gens ont besoin d'une traduction ou est-ce que tout le monde comprend l'anglais? J'ai déjà demandé, il y a des camarades qui ont besoin de ça. Donc, je propose à Esther d'y aller. Bon, merci beaucoup. Je vous remercie tous, et surtout Stella qui m'a vraiment invité. On s'est rencontrés à Londres il y a quoi? Un an à peu près, donc à la conférence Historical Materialism, dont les revues sont en vente sur la table de la librairie. Alors je vais parler en anglais, si vous me permettez, parce que mon français est un peu dégradé. What I'm going to talk about is the argument of the book, which came out in 2009 and in paperback in 2010. And I want to really talk about what I call hegemonic feminism, the feminisme hégémonique, and I will explain that. The context of this discussion is obviously globalization, the restructuring of the world economy beginning in the 1970s, and this is material we're all familiar with, I would think, whereby many of the gains of the 1950s and 60s made by working people through unions in the global north and through independence struggle in the global south were reversed. Donc je vais parler du livre Feminism Seduced, qui est sorti d'abord en 2009 et qui est ressorti en 2010. Donc je vais parler du féminisme hégémonique et le contexte, ce que j'appelle le féminisme hégémonique. Donc le contexte de tout ça, c'est la question de la mondialisation, bien sûr, la restructuration de l'économie mondiale depuis les années 1970 et surtout le recul de toutes les conquêtes des luttes dans les pays développés et les luttes dans les pays postcoloniaux. So this is a very familiar story, outsourcing or offshoring, how aspects of manufacturing were made cheaper through the use of primarily women's labor in textiles, shoes, electronics, and other sectors, how financialization poured money into gambling on currencies and derivatives, betting on everything from soybean futures to the weather, and withdrawing it from real production, how the rich countries upended global South economies using the lever of debt to take government revenue away from public services such as education, housing, and healthcare, and invested instead in export production of food such as rice and luxuries such as shrimp and flowers. Donc c'est une histoire assez familière de la restructuration de l'industrie avec l'utilisation de salariés mal payés, surtout des femmes, la financiarisation de l'économie avec le développement de toutes sortes de paris sur toutes sortes de marchandises ou toutes sortes d'éléments qui vont de la météorologie jusqu'aux produits dérivés les plus complexes, les assauts par le biais de la dette sur les pays du Sud et la réduction des services publics et la réorientation de leurs économies vers des économies d'exportation de marchandises divers et variées. How the suppression and open attack on labor unions succeeded in keeping wages stagnant for 3 decades, creating a gap between rich and poor that rivals that of the Gilded Age in the United States and elsewhere, and how welfare was delegitimized and demonized, and social programs seen as undermining personal responsibility. Indeed, society itself, according to Maggie Thatcher, no longer existed. Donc il y avait aussi bien sûr les attaques contre les syndicats, avec 3 décennies de salaires qui stagnaient, qui n'ont pas connu d'augmentation importante, l'explosion des inégalités, surtout aux États-Unis, des inégalités
qui sont aussi importantes que la période du fin du 19e siècle et ailleurs aussi, les attaques contre l'État-providence et la diabolisation des gens qui bénéficient de l'État-providence en disant que ce sont des assistés, etc. Merci. Meanwhile, what became of the social movements of the 1950s and the 1960s? From black civil rights, student rights, anti-war, anti-nuclear, women's rights, lesbian and gay rights, disability rights, environmentalism, and the like. Answer, they continued with some victories and many defeats to the present day. Some in the United States, notably the Black Power movement, were crushed brutally, but most visibly perhaps the women's movement became international, or rather its international character, present from the 19th century onward, became more visible. Qu'est-ce qui s'est passé avec les mouvements sociaux des années 50 et 60, les mouvements de libération des Noirs, les mouvements des étudiants, les mouvements LGBT, les mouvements écologistes, etc. Ces mouvements continuent, mais avec beaucoup de défaites, mais aussi quelques victoires. Dans quelques cas, comme le mouvement des Panthères Noires aux États-Unis, elles ont été réprimées avec une violence extrême. Mais avec le cas du mouvement des femmes, ce qu'on peut dire, c'est que le caractère international qui existait déjà depuis le 19e siècle s'est révélé. Needless to say, the women's movement itself was divided from the beginning, according to the ideological lines laid out by the contemporary struggles, broadly referred to as the New Left. As every professor of women's studies has learned to repeat, there were three branches of feminism when it was revived in the post-war period and codified in the years after the 1960s. Marxist or socialist feminism, bourgeois or liberal feminism, and radical or cultural feminism. Donc le féminisme, bien sûr, a été divisé de façon interne, divisé surtout par sur les mêmes lignes que les divisions que la nouvelle gauche ont introduit dans le paysage dans les années 50-60. Comme tout professeur d'études du mouvement des femmes peut vous dire, le féminisme a été divisé en trois branches. Et c'est comme ça que ça a été codifié. Donc la branche marxiste ou socialiste, féminisme marxiste ou socialiste, la branche libérale, bourgeoise, et la branche radicale ou culturelle. Briefly, and at the risk of offending everyone, radical or cultural feminism refers to those self-labeled radical feminists, and this is American terminology, so you have probably your own variations, but those self-labeled radical feminist followers of writers such as Mary Daly, who saw patriarchy as the problem and an autonomous women's culture as the solution. Bon, brièvement, le féminisme radical dans la terminologie américaine, donc c'est pas la même chose forcément en Europe, ce sont les féministes qui se décrivaient en tant que féministes radicales, et donc ce sont des gens qui ont été influencés par exemple par l'auteur Mary Daly, et qui voyaient le patriarcat comme le problème principal, et donc la nécessité d'un mouvement féministe autonome. Bourgeois or liberal feminist refers to those who saw the possibility of women's emancipation within the structures of capitalist democracy, suitably reformed to accommodate equal opportunity and participation by women in all of the institutions, from political to academic to economic, that wield power in the society. Le féminisme bourgeois ou libéral, c'est bien sûr le féminisme qui pensait que l'émancipation des femmes était compatible avec la structure de la démocratie capitaliste, une démocratie capitaliste qui devrait être réformée, bien sûr, pour permettre une participation égalitaire des femmes dans toutes les institutions, qui vont des institutions économiques et politiques jusqu'aux institutions académiques. And socialist or Marxist feminism meant that full women's liberation depended on a transition to socialism or communism.
But by now, there are many more labels that we might include, from lesbian feminism to third world feminism to ecofeminism to postmodern, post-structural feminism, and on and on. Et le féminisme marxiste ou socialiste, bien sûr, disait que l'émancipation des femmes faisait partie intégrante d'une transition vers le socialisme ou le communisme. Depuis, bien sûr, il y a toute une gamme d'autres féminismes qu'on pourrait citer. Il y a le féminisme lesbien, le féminisme du Sud, du tiers-monde, le féminisme, l'écoféminisme, etc. Et j'aurais dû mentionner le féminisme islamique, évidemment. So there is not time or space to discuss the amazing debates that took place in the 1970s over the relationship between Marxism and feminism, a debate that had its roots in the 19th century women's movement, was part of the struggle within the 1917 Russian Bolshevik Revolution, and that has continued both within revolutionary struggles of the 20th and 21st century, as well as in the capitalist world. Donc, je n'ai pas le temps, bien sûr, de revenir sur tous les débats très riches sur le marxisme et le féminisme dans les années 60-70. Ce sont des débats qui trouvent leurs racines dans le 19e siècle et les débats aussi autour de la révolution russe et qui ont continué pendant tout le 20e siècle jusqu'au 21e siècle, y compris dans le monde industrialisé, soi-disant développé. The most famous formulation of this was coined by the economist Heidi Hartman, who referred to the unhappy marriage between Marxism and feminism. So what was primary, gender or class? What about race? Were there separate structures of oppression? Was there what people now refer to as, which I detest, intersectionality? Donc on peut brièvement citer par exemple l'article de l'économiste Heidi Hartman qui avait écrit un article très célèbre qui s'appelle le mariage malheureux du féminisme et du marxisme. Donc les débats, c'est est-ce que le genre ou la classe quel est le plus important, que faire de la question raciale et la question de ce concept que je déteste qui s'appelle l'intersectionnalité. But in general, the issues derived from the 19th century division, in general I would say, these issues derived from the 19th century division of labor between men and women under capitalism, in which women tended the home front while men were primarily the wage workers, or at least, of course this was never true in reality, but this was the dominant cultural ideal which helped to shape labor struggles in the 19th and early 20th centuries. Donc je dirais que ces débats en fait sont enracinés dans la division du travail imaginaire, parce qu'elle ne correspondait pas forcément à la réalité, mais elle était celle qui dominait la culture des mouvements ouvriers de cette période. Donc une division de travail entre les femmes sur le front domestique et les hommes dans le travail salarié. So how does the Marxist analysis change when what Marx and Engels advocated as the path to emancipation has now occurred, with women pouring into the paid labor force and into the now rapidly expanding service sector? Has production freed women? Rhetorical question. Donc la question maintenant c'est comment la situation a changé depuis que ce que Engels pensait allait être la grande émancipation des femmes, c'est-à-dire l'entrée massive des femmes dans le salariat et surtout dans le service, le secteur des services est advenu. Donc comment ça change la donne et est-ce qu'on peut dire, de façon rhétorique, la question rhétorique qu'on pose c'est est-ce que les femmes ont été libérées par la production? So how does class struggle relate to feminist struggle? How can revolutionaries seeking an alternative to the imperialist capitalist world system incorporate the needs and demands of women into their project? This struggle went on in Russia after 1917, in China after 1949, in Cuba after 1959, and in our day among the Sandinistas, the Zapatistas, the Chavistas of Venezuela, the protagonists of the World Social Forum, and indeed in the Occupy Wall Street movement.
Donc la question c'est bien sûr quel est le rapport entre lutte de classe et émancipation des femmes. Est-ce que comment les révolutionnaires qui s'opposent au système capitaliste et impérialiste peuvent intégrer de façon organique la question de l'émancipation des femmes dans leur projet politique. Ce débat, bien sûr, a traversé tous les mouvements révolutionnaires, allant de 1917 en passant par la Chine, Cuba et jusqu'à nos jours, le mouvement zapatiste, chaviste et sandiniste dans les années 80. I think that we can argue that as these various movements came closer to the present, they have tended to incorporate, or at least to consider and accommodate, the demands of women and the leadership of women. I think, for example, of the struggle for public education being waged in Chile under the leadership of Camila Vallejo, or in the United States, the Nurses Union under the leadership of Roseanne DeMoro, who have taken the attack to the issue of a tax on speculation to fund the public sector, coming from nurses. Donc on peut dire grossièrement qu'il y a une tendance, plus qu'on s'approche au présent, une tendance à prendre en compte ou au moins s'accommoder des questions de l'émancipation des femmes dans ces mouvements et aussi la direction, enfin de l'émergence de dirigeantes féminines dans ces mouvements. Je peux citer par exemple la grande lutte des étudiants pour l'éducation publique au Chili avec la dirigeante Camille Vallejo, et on peut citer aussi par exemple le syndicat des infirmières aux États-Unis qui est très radical, qui est une dirigeante très importante et qui a soulevé d'autres questions, par exemple la question d'un impôt sur la spéculation la spéculation financière pour financer le service public. But meanwhile, the development of bourgeois feminism proceeded apace as the demands of the feminist movement, cleverly and diabolically shaped by the dominant cultural and economic engines of capitalism, became shaped and narrowed down to the most widely recognized and accepted meaning of feminism, that is, paid work for women. Donc, mais en parallèle à ça, bien sûr, le féminisme bourgeois a continué à se développer, et on peut dire que de façon même diabolique, les moteurs culturels et économiques du capitalisme ont reformaté l'agenda du féminisme pour de plus en plus le rendre de plus en plus étroit et focalisé sur la question simplement de travail salarié pour les femmes, l'entrée dans le travail salarié pour les femmes. This process and this set of ideas I have referred to as hegemonic feminism, borrowing the term obviously from Gramsci and then from R.W. Connell, who coined the term hegemonic masculinity. By hegemonic feminism, I mean that form of bourgeois feminism which argues that what women need is full incorporation into the economic life of capitalism as workers or managers or investors. Donc j'appelle cette tendance le développement du féminisme hégémonique. Je prends ce terme bien sûr de Gramsci, mais aussi d'un théoricien australien, je crois, R.W. Connell, qui a formulé la question de la masculinité hégémonique. Et donc ce féminisme hégémonique dit que la question principale, c'est l'entrée dans le salariat des femmes, de la majorité des femmes, que ce soit en tant que travailleuse ou cadre, ou, enfin pas seulement dans le travail salarié, dans tout le système, l'incorporation totale des femmes dans le système économique capitaliste, donc en tant que travailleuse, en tant que cadre, ou en tant qu'investisseuse. C'est ça. This is, needless to say, this is a narrowing of the agenda. The full range of demands brought forth by the brilliant activists and theorists of second-wave feminism, if met, would have produced a social revolution of a kind not previously either envisaged or accomplished in practice. The changes would have brought about not equality of opportunity, but a social transformation. Childcare for everyone, education for everyone, an income for everyone, equality within the traditional family,
a range of alternative families, LGBT rights and privileges, and so on. I'll finish the list when Donc, bien sûr, cet agenda est beaucoup plus étroit que les revendications des années 60-70. Si ces revendications des années 60-70 avaient été réalisées, on aurait assisté à une révolution sociale, parce que ça aurait mené des changements sociaux d'énorme ampleur pour tout le monde, de façon complètement inédite. On peut citer par exemple l'éducation gratuite pour tout le monde, l'égalité dans la famille, les droits pour les LGBT, les formes différentes de famille, les formes alternatives de famille, etc. And it would have included an end of war, an abolition of all forms of racism, access to full reproductive rights, an end to patriarchal violence within marriage and in society more broadly, a socialist revolution with a feminist agenda, or perhaps a feminist revolution with a socialist agenda. Who knows? Donc ça aurait mené aussi la fin des guerres impérialistes, la fin du racisme, l'accès à tous les droits de contraception et de reproduction, la fin de la violence domestique contre les femmes. Donc en gros, une révolution socialiste avec un agenda féministe, ou bien on pourrait dire une révolution féministe avec un agenda socialiste. But instead, the agenda of feminism became hegemonic feminism, which, as mentioned, sees only one or two feminist demands as legitimate: access to paid work and access to the levers of capitalist power. I want to argue that this form of feminism has received widespread plaudits and acceptance as part of a broad imperialist agenda fostered and led by the United States, but acceded to and promoted in the European Union and the other rich and powerful countries, along with the international financial institutions which currently govern the world economy. Bon, mais ça s'est pas produit, et ce qui s'est produit, c'est le féminisme hégémonique qui réduit le programme féministe à une ou deux revendications, l'incorporation dans le travail salarié, d'une part, et d'autre part l'accès aux leviers de pouvoir politique et économique dans le système capitaliste. Mais ce féminisme-là donc a été promu, a été favorisé, a été reçu des louanges dans un contexte, je dirais, un contexte d'impérialisme américain, mais aussi dans l'Union européenne et aussi par des institutions financières internationales. Now, as an aside, this ideology coexists with its opposite. In the United States, particularly, we've seen an insane Republican war on women, but I haven't got time or space here to develop this contradiction, but we can maybe come back to that. Entre parenthèses, c'est pas la seule chose qui existe, il y a une contrepartie à ça. Aux États-Unis, en ce moment, on assiste à une folle guerre contre les femmes par l'aile droite du Parti républicain, mais j'ai pas le temps ici de développer cette contradiction qui est immanente. So seizing upon feminism's core demand of work for women, a new vocabulary and set of ideals have been set forth, which has a particular ideological function. In contrast to the revolutionary ideals of those countries that have sought and continue to seek economic self-determination at the national level, think of Cuba, for example, we are told that the key to ending poverty, creating wealth, and producing social justice, although this term is seldom invoked, is in fact what's called the empowerment of women. And by the way, most recently, the empowerment of girls, or what Nike calls the girl effect. Okay, donc par ce processus, donc un nouveau vocabulaire et une nouvelle série d'idéaux ont été élaborés. On nous dit maintenant que la solution à la pauvreté, la solution par rapport à la justice sociale, bien qu'on ne cite pas très souvent cela, dans les pays du Sud par exemple,
c'est ce qu'on appelle, avec ce mot anglais intraduisible, le empowerment des femmes, donc l'encapacitation des femmes, l'empuissement des femmes, voilà. Et plus récemment, pas des femmes, mais spécifiquement les filles, les jeunes filles, ce que Nike, l'entreprise Nike appelle le girl effect. I won't take the time to read you some quotes, but we can maybe go into that in the discussion of Nike, which of course is famous for empowering women all over the world. Right? And there's another concept called the third billion, which is being pushed by various foundations like Coca-Cola, which is going to end poverty. So girls are the key, education is the key. Bon, j'ai pas le temps de citer, bien sûr, on peut citer toutes sortes de choses de Nike et d'autres entreprises qui prônent cette approche. Il y a Coca-Cola aussi qui prône le soi-disant 3e milliard de la population. Et donc tout ça revient à l'idée qu'il faut empowerer les femmes et les jeunes filles et que l'éducation, c'est la clé à tout ça. Other examples you would already be familiar with is the claim, for example, that our intervention in Afghanistan was on behalf of the women oppressed by the Taliban, our former ally, or that our intervention in Iraq was to save the women. And excuse me, the depredations and severe violence inflicted on women in the wake of the civil war between Sunni and Shia families and groupings that resulted from our deposing of Saddam Hussein, etc. Don't get me started. We've been fed this notion for all of these wars, and no doubt that was why we went into Libya and are threatening to go into Syria. Bon, et on peut aussi citer les justifications pour les guerres en Afghanistan et en Irak, soi-disant pour libérer les femmes du joug des talibans, nos alliés d'autre temps. Bon, je pourrais gloser longtemps sur la question des effets réels de la guerre civile entre les sunnites et les chiites en Irak et toutes les autres justifications impérialistes pour les interventions en Libye et peut-être maintenant en Syrie. So we see now that the World Bank, the IMF, sorry, and major private organizations and corporations arguing that it's women's economic empowerment that is going to be the key to ending poverty. So what we're looking at here is what I've termed substituting women for development. Substituting women for development. What I mean is that neo-imperialism, coded as globalization, of the wealthy countries seeks to disguise and justify itself as a campaign for women's liberation. Ok, donc on peut voir surtout la Banque mondiale et le FMI qui prônent cette idée que le empowerment économique des femmes va être une solution à la question de la pauvreté et les inégalités. Je dirais qu'en fait, il y a une substitution du concept de développement par celui des femmes. Et que tout ça doit être compris comme un agenda impérialiste qui... sorry, if you can repeat the last bit. Disguising itself. Ouais, qui se déguise en forme de mondialisation et qui... That's it. See, that's it. That's so, you know, just to review, we know what globalization has done to the global south. 30 years and more of increased indebtedness, alliances with corrupt governments, particularly in Africa, but not only there, to extract minerals, oil, and other resources in collaboration with the giant corporations such as ExxonMobil. And I recommend you Steve Cole's book on ExxonMobil, which is just astounding, a testament to the power of corporations and their real disdain for governments. You know, governments come and go, but ExxonMobil is there forever.
the privatization of services and the virtual disappearance of the public sector, which of course is most precious to women in its provision of health care, education, subsidized food and housing. Bon, donc on peut citer plein d'effets de la mondialisation sur les femmes, bien sûr. On peut citer la question de la dette, on peut citer la collaboration avec les gouvernements corrompus, la course pour contrôler les ressources minières et d'autres. Je vous recommande la lecture du livre de Steve Cole sur ExxonMobil, qui est vraiment un témoignage très puissant. On peut citer aussi la privatisation des services publics sur lesquels bien sûr les femmes dépendent de façon essentielle pour toutes sortes d'aspects de leur vie. So governments are to invest in export processing zones, which provide cheap labor for corporate manufacturing in a situation where labor organizing is often criminalized. The result is a hollowing out of the state, not just in the rich countries, but in the so-called underdeveloped countries, and a rise in disease, infant mortality, maternal mortality, and on and on. Bon, donc on peut citer aussi... sorry, what was the first thing? Export processing. Oui, donc le développement de zones d'exportation où le travail syndiqué est réprimé ou tout simplement interdit, les salaires sont très bas. Donc en gros, on voit un processus espèce d'une éviscération, un hollowing out. That's good, evisceration. Oui, mais est-ce que ça existe en français? Oui, éviscération de l'État, pas seulement dans les pays industrialisés, mais dans les pays du Sud. And the remedy for this, we're told, is the empowerment of women, brought about, for example, by the extension of microcredit, so that every woman in the smallest village and town can become her own entrepreneur. Et la solution, bien sûr, qui est prônée, c'est donc le empowerment économique des femmes, par le biais, par exemple, du microcrédit. Et le microcrédit, soi-disant, donnerait la possibilité à toute femme dans n'importe quel petit village de devenir son propre auto-entrepreneur. When I published the book, I was accused of being against providing women with buffaloes. Donc quand j'ai publié le livre, on m'a accusé d'être contre le fait que les femmes puissent avoir des buffles. I don't have time to go into the rise of NGOs, non-government organizations, introduced throughout the Global South, and which often have also as their mandate the empowerment of local women. Donc il y a bien sûr les ONG et tout leur discours aussi sur le empowerment des femmes. When I was writing the book, the process had been applied to Global South countries in Africa, Latin America, and Southeast Asia, labeled structural adjustment. In our own time, since the financial collapse of 2008, we now see the application of these policies to the indebted countries of the global north, including the near crucifixion of countries like Greece. Bon, quand j'ai écrit ce livre, bien sûr, ces processus de soi-disant ajustement structurel s'appliquaient aux pays du Sud, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Mais depuis la crise de 2008, on peut voir les mêmes processus appliqués à certains pays du Nord, surtout la crucifixion, quasi-crucifixion de la Grèce et d'autres pays endettés du Nord. Labeled austerity, these policies cripple the state apparatus, require privatization of state entities, the dismantling of state functions such as education and housing, and they seek the restructuring of the entire economy to service the debt of bondholders and others with a stake in making profits on the ill-advised loans they made during the bubble. Bon, donc ces processus qu'on appelle austérité maintenant mènent à toutes sortes de processus de destruction des services publics et de destruction du service public et de mettre les pays sous la contrainte de soi-disant rembourser un endettement à des grandes firmes de bondholders qui ont fait des emprunts complètement idiots
au début. Donc on est censé rembourser des emprunts idiots qu'ils ont fait à ces pays. In such a context, is it not obvious that empowering women as individuals can in no way make up for the destruction of the capacity of the state to provide education, welfare, and other services to its citizens, male and female? Donc il est clair dans ce contexte que le soi-disant empuissement des femmes en tant qu'individus ne peut pas du tout compenser la destruction de pans entiers de l'État et des services publics qui produisent des biens collectifs. So then what do we call for today as Marxist feminists? What would be the opposite of bourgeois or hegemonic feminism? I think as a start we need to demystify the hegemonic liberal feminist project and unmask the labels applied to powerful women leaders such as Hillary Clinton. And she is not alone, who used her status as a presumed feminist to forward the deadly goals of the US State Department, using increasingly violent language, for example, toward the still incumbent government of Syria. Bon, donc c'est quoi l'agenda de féministes marxistes? Comment on peut s'opposer à ce féminisme hégémonique? Bon, la première tâche, à mon avis, c'est de démystifier ce nouveau discours, de s'attaquer à ça, et de s'attaquer aussi aux symboles et aux représentantes de ce discours, comme des femmes politiques comme Hillary Clinton, qui utilisent son statut de femme de façon complètement éhontée pour justifier en fait des politiques violentes et impérialistes, en ce moment par exemple dans son discours sur la Syrie. So obviously there isn't time to go into such an agenda, but I think in the discussion maybe we can address some of these issues. I'll just mention a couple of items. I think what I want to say, and a lot of my colleagues are saying, is that a feminist agenda now, an agenda that would be true to a socialist feminist vision, would extend well beyond the old list, if I may say. The old list, which is reproductive rights, rape, education, you know, we know that list well. And go way beyond that to look at, for example, indigenous women's rights, to look at saving the planet, restoring the commons, ending prisons, ending war, ending nuclear arms. So I think that in response to hegemonic, and I'll stop here, but in response to hegemonic feminism, we need a renewed socialist or Marxist feminism that sees, in a sense, goes beyond just women's issues. I mean, as I suggested, women's issues on their own would be revolutionary, but I think now we live in such a time of crisis and danger that we need really a much more expansive agenda. Bon, j'ai pas le temps de développer tout un agenda féministe socialiste alternatif, mais une piste, je pense, qui est importante, c'est d'avoir, de bien reconnaître qu'il faut maintenant une série de revendications qui vont bien au-delà de simplement les revendications traditionnelles du mouvement féministe des années 60-70 sur la question de la contraception, sur la question du viol, sur ces questions-là. Et ça devrait être un agenda qui embrasse toute une série d'autres questions, comme le droit des peuples indigènes, comme la question de l'environnement et le commun, sur la question de la fin du système pénitentiaire, le Prison Industrial Complex, sur la question de l'énergie nucléaire, la question du désarmement, etc. Donc il faudrait un agenda extrêmement large, extrêmement global, qui n'est pas focalisé simplement sur des soi-disant questions de femmes, qui concernent les femmes, même si, comme j'ai dit avant, cet agenda qui est traditionnel est en soi révolutionnaire. Mais il faut donc aller au-delà de ça et développer une vision plus globale pour développer un nouveau féminisme socialiste du XXIe siècle. Merci.